Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cette session sur le Ségur du numérique en santé. Je vous propose qu'on fasse comme d'habitude. Je vais commencer par vous parler des actualités de la semaine, et puis ensuite, je passerai la main à mes collègues qui vont vous parler de la radiologie. Alors, dans les actualités de la semaine, c'est-à-dire dans les questions qu'on reçoit le plus de la part d'industriels et qui peuvent aussi vous intéresser. Déjà, est-ce qu'il y a des règles strictes qui font qu'on peut ou pas déposer une candidature pour son logiciel? Par exemple, est-ce qu'on peut candidater si on a une version qui est en cours de développement ou si elle est en bêta? Alors la réponse à cette question, c'est que la version du logiciel que vous présentez doit être la version qui sera prête à être commercialisée, qui sera prête à être installée auprès de vos clients. Avant cela, vous ne pouvez pas déposer de dossier pour votre solution. La deuxième question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on peut déposer un dossier et ensuite y apporter des compléments? Par exemple, si on n'est pas complètement prêt, est-ce qu'on peut faire ça en plusieurs fois? Alors, le process pour déposer sa candidature se fait en deux temps. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'enrôlement, qui va permettre d'enregistrer votre société. C'est vraiment toute la partie administrative. À l'issue de cet enrôlement, vous aurez la deuxième étape qui va vous permettre de déposer les preuves pour consolider votre candidature. Et là, on vous demandera à ce que votre dossier soit complet avant de le soumettre, ce qui nous permet, nous, d'étudier vraiment une candidature qui est complète. Toujours dans cette optique de déposer votre dossier, quels formats sont acceptés pour les preuves? Alors, je ne peux pas vous donner là de liste exhaustive de tous les formats de preuves qu'on accepte, parce que celles-ci varient pour chaque preuve, en fait. Dans le fichier qui s'appelle le REM, le fichier qui vous liste toutes les exigences auxquelles vous devez vous conformer pour pouvoir candidater au Ségur du numérique en santé, vous aurez pour chaque preuve le ou les types de fichiers qui sont acceptés. Par exemple, si c'est une vidéo, on vous donnera les types de fichiers vidéo qu'on accepte. Est-ce qu'on peut déposer ces preuves en une seule fois? Alors, c'est une question aussi qu'on nous a remontée. Les preuves, vous devez les déposer une par une, exigence par exigence. Parce qu'en fait, le travail des équipes qui interviennent derrière, c'est de vérifier que chacune de vos preuves correspond bien à l'exigence et à ce qu'on vous demande de respecter pour cette exigence. C'est pour ça qu'on vous demande de déposer vos preuves une par une en face de chaque exigence. Si vous êtes un représentant d'un groupe d'éditeurs, comment ça se passe pour le mandat? Qui doit le rédiger? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce fameux mandat? Alors, il n'y a pas de formalisme qui est prédéfini pour ce mandat. C'est à vous, entre les différentes parties signataires, de voir ce qui vous paraît important de mettre dans ce mandat. Ce qui pour nous est important, c'est que ce mandat soit signé par l'ensemble des entités juridiques qui en font partie et qui donnent mandat donc à un représentant de ce groupement. Et c'est ce représentant qui sera notre interlocuteur et c'est avec lui qu'on échangera tout au long de la procédure. Maintenant, si c'est un établissement qui est éditeur, est-ce qu'il peut aussi obtenir son label et obtenir un financement au titre du Ségur? Alors tout à fait, c'est tout à fait possible. Vous avez deux cas de figure. Soit on est dans le cadre d'un marché concurrentiel et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait rentrer dans le système ouvert et non sélectif, donc dans le SONS. Soit vous n'êtes pas dans un marché concurrentiel et dans ce cas-là, on traitera au cas par cas. Dans tous les cas, le logiciel doit respecter les exigences techniques. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des solutions qui sont référencées? La liste des solutions référencées, elle est disponible sur notre site, donc sur isanté.gouv.fr. Et c'est une liste qu'on va agrémenter au fur et à mesure que des solutions obtiendront leur référencement.
Si vous y allez aujourd'hui, vous n'en trouverez aucune. On n'a encore aucune solution qui est arrivée au bout de la procédure, mais ça ne saurait tarder. Quand on parle de professionnels de santé libéraux, on parle d'un nombre de personnes assez important. Est-ce qu'on a bien dimensionné notre guichet de financement pour pouvoir prendre en compte ce volume qui est très important? Alors oui, tout à fait. Le guichet de financement qui est mis en œuvre par l'ASP, qui est notre partenaire, à compter de là, début novembre, a bien été configuré pour permettre à l'ensemble des personnes qui en auront besoin de se connecter sans problème. Et j'ai fait le tour des questions d'actualité qui sont remontées le plus souvent cette semaine. Donc je vous propose de passer la main à mes deux collègues, donc Mathieu Pajat et Joseph Vernet, qui vont vous parler de la radiologie. Vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet questions qui est à droite de votre écran et nous y répondrons par la suite. Merci Nathalie pour cette introduction. Donc je suis Mathieu Pajat, je travaille à l'Agence du numérique en santé. C'est moi qui m'occupe du couloir imagerie. C'est le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la task force radiologie. Donc on a travaillé sur cette vague 1. Je vais partager une slide. Le sujet aujourd'hui, je vais revenir. On va revenir sur les DSR et les différents éléments qui composent ce DSR qui a été publié sur le site tech de l'agence. Alors, ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait. C'est bon. Ok. Donc, quand on parle de DSR, en fait, ça regroupe plusieurs documents. Un premier document qui est le dossier de spécification et de référencement qui décrit les différentes modalités de présentation et d'instruction des demandes. Un deuxième document qui est l'appel à financement. Et enfin, un troisième document qui est le référentiel d'exigence minimale, le REM, qui décrit du coup l'ensemble des exigences techniques sur lesquelles doivent être positionnés du coup les éditeurs. Un petit point d'attention par rapport à ça, c'est que le DSR a été mis à jour récemment. Donc un nouveau DSR a été publié le 26 octobre. Et du coup, je vous invite à aller le télécharger pour prendre connaissance des différents éléments qui ont été mis à jour. On y reviendra un tout petit peu après lors de cette présentation. Donc, pour résumer, le Ségur, c'est une application, une évolution majeure des systèmes d'information de radiologie, notamment en ce qui concerne l'implémentation de 4 référentiels et services socles. Donc, les DSR ont été construits autour de ces différents services socles, qui sont l'identité nationale de santé, un fédérateur de moyens d'identification électronique qui est ProSanté Connect, la messagerie sécurisée de santé MSS et le dossier médical partagé. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant, on a déjà pas mal itéré sur ces sujets. Mais en tout cas, voilà, c'est ces 4 référentiels qui sont portés par les DSR. Et pour être référencés, donc, ou conformes et compatibles Ségur, les éditeurs de risque doivent mettre à jour leur logiciel en respectant les différentes exigences qui sont positionnées au niveau du DSR. La période de candidature au référencement de ce DSR a débuté le 30 août et prendra fin le 15 mai 2022. Un petit focus sur les différents, un petit focus sur le référentiel d'exigence minimale, le REM. Donc, certaines exigences sont conditionnelles, elles ne sont pas applicables qu'aux éditeurs ayant choisi de faire référencer leur logiciel comme étant conforme à ces exigences. Ce qui veut dire qu'on a porté du coup plusieurs profils au niveau de ce fichier REM et l'éditeur choisit lors de sa candidature les profils
auquel il candidate. L'ANS ensuite référence le logiciel en tenant compte des exigences associées au profil par l'éditeur. Donc, ces profils sont publics et l'attestation finale de référencement remis à l'éditeur indiquera le profil sur lequel la solution a été référencée. Une petite remarque par rapport à ça, on avait eu des questions d'éditeurs sur ce sujet. Si le RIS est déjà référencé Ségur, donc s'il a déjà été référencé à minima sur le profil général, qui est le profil obligatoire, il est tout à fait possible du coup de refaire une candidature sur un des profils optionnels, des profils donc, optionnels et qui sont conditionnels, sur lesquels vous n'avez pas été référencé. Voilà, je voulais juste vous remettre cette remarque. Ensuite, la liste des différents profils qui sont portés au niveau du DSR. Donc, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le profil général, qui est un profil obligatoire, qui regroupe l'ensemble des services socles qu'on a vus juste avant, plus quelques éléments, quelques exigences plus orientées métier que doit porter le RIS. On a mis également un autre profil conditionnel qui est le référentiel d'identité. Ça concerne plus spécifiquement l'INS. Suivant les structures d'implémentation du RIS, donc en cabinet de radiologie ou en hôpital, un RIS peut être ou non référentiel d'identité. On a certains éditeurs qui commercialisent du coup un RIS qui est uniquement esclave d'identité. Donc du coup, pour ces éditeurs, ils n'ont pas besoin de se faire référencer sur ce profil conditionnel s'ils n'adressent pas du coup à des structures où ils seront référentiels. L'envoi manuel par MSS au PS demandeur, ça c'est aussi du coup un profil conditionnel qui a été mis en place pour les structures hospitalières, puisque le compte-rendu de radiologie, c'est l'objet qui doit du coup être partagé et échangé. Il est possible de le mettre en envoi manuel par MSS, puisqu'on a lors des discussions avec les radiologues et lors de l'instruction de la vague 1, on nous avait remonté que les comptes rendus sont la plupart du temps accessibles par les PS demandeurs au niveau du DPI. Donc, pour éviter de faire double usage, on a mis du coup un profil conditionnel qui permet du coup de mettre en œuvre un envoi manuel au lieu d'un envoi automatique. L'opérateur Mailise, ça fait partie d'un profil conditionnel, donc c'est l'implémentation de l'opérateur Mailise dans l'échange des comptes rendus automatiques. C'est également un profil conditionnel. La particularité au niveau des cabinets de radiologie, c'est l'authentification électronique unipersonnelle avec l'utilisation du RPPS-RAN pour les cabinets libéraux. Il y a plusieurs structures juridiques qui sont identifiées au niveau de ces cabinets, notamment des sociétés civiles no moyens, qui demandent du coup des certificats un peu plus particuliers que les certificats de type personne morale que l'on connaît. C'est également des certificats de personne morale, mais unipersonnels avec utilisation RPPS-RAN. Alors ça, c'est un profil conditionnel, ça s'adresse principalement du coup aux structures libérales, qui sont du coup sociétés civiles no moyens. Ça, je vous invite à regarder, on a fait une présentation, on a fait un PowerPoint là-dessus qui est accessible sur le site de l'ANS pour expliquer du coup comment obtenir ces différents certificats et comment du coup ils doivent être obtenus au niveau du découpage suivant les structures. Enfin, un dernier profil conditionnel qui est le stockage des copies de titres d'identité, qui est donc un profil optionnel aussi, qui permet du coup dans le cadre de la procédure d'identité-vigilance INS de stocker les copies des titres d'identité directement dans le RIS. Alors, hop, slide suivante. Nous avons un petit focus ensuite sur les exigences. Donc le REM contient environ 140 exigences pour le DSR radiologie, avec des préconisations. Un petit mot sur les préconisations, elles ne font pas l'objet de contrôle pour le référencement, mais elles ont vocation à guider l'éditeur dans sa trajectoire de développement. À chaque exigence est associée une modalité de vérification qui sera mise en œuvre dans le cadre du référencement.
Donc ça, c'est une petite redite un peu de ce que nous a indiqué Nathalie en introduction. L'éditeur devra apporter différentes preuves de la conformité du RIS à chaque exigence, qui peuvent être sur les captures d'écran, vidéo, fichiers, homologation. Les éditeurs peuvent ne pas attendre d'avoir l'exhaustivité des preuves pour débuter le référencement. Donc ça, je vous le remets du coup dans le radar, parce qu'en effet, il est possible de déposer les preuves au fil de l'eau, et ce processus permettra du coup d'améliorer l'efficience en fait de votre référencement, plutôt que tout déposer d'un coup à la fin de vos développements, l'ensemble des preuves. Donc, ces exigences comprennent notamment des sections centrées sur les 4 services socles dont on a parlé, donc l'INS, l'échange MS santé, mais aussi des sections sur d'autres domaines tels que l'authentification, la production de documents, appels contextuels, etc. Pour les exigences INS, les preuves correspondant au scénario de test de conformité seront analysées lors d'une journée de test du logiciel avec le candidat en présence d'un représentant de l'ANS. Donc ça fait partie après du protocole de référencement, de planifier cette journée de test une fois que vous avez déposé l'ensemble des preuves conformes aux exigences INS. L'attribution du référencement, donc après la phase d'instruction du dossier, un collège technique de référencement décide de l'attribution du refus du référencement du logiciel. Donc il y a 3 statuts que le collège peut statuer. Donc attribution du référencement sans réserve, le logiciel est référencé en l'état. Il peut y avoir une non-attribution du référencement avec réserve non bloquante. Dans ce cas, on vous relaisse la main et vous disposez de 4 semaines à compter de la notification pour réaliser les corrections demandées. Et une non-attribution du référencement avec réserve bloquante. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer du coup sur le partage du REM, à moins que vous ayez des questions avant de passer à la suite. Alors, nous n'avons pas encore de questions. Je pense que tu peux enchaîner. Oui, je partage. Je te laisse partager, Joseph, si tu veux. Je partage mon écran, j'ai le document ouvert. Ok. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Ok. Je vais juste ouvrir aussi de mon côté mes notes. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le DSR, donc le REM. C'est le référentiel du coup des exigences qui doivent être portées par le RIS et qui correspondent du coup au couloir imagerie. Un petit mot sur ce fichier, du coup, il a été mis à jour le 9 novembre. En fait, non, c'est pas le 9 novembre parce que je pense qu'il y a une mise à jour lorsqu'on ouvre. C'était le 26 octobre. Nous avons apporté du coup une mise à jour de ce fichier d'exigence. Alors, la mise à jour n'a pas touché à la structure des exigences. Nous n'avons pas modifié du coup les différentes exigences qui sont portées par le DSR, parce que les DSR là ont un statut juridique, hein, puisqu'ils sont mentionnés au niveau d'un arrêté. Donc on ne peut pas les modifier aussi facilement que ça, sachant que les exigences avaient été validées par l'ensemble des parties prenantes. Par contre, là où on est intervenu, nous, c'est pour améliorer la partie rédaction sur les différents scénarios de conformité et également sur les documents de preuve qui doivent nous être déposés. Donc on a fait des mises à jour sur ces sujets, mais également on a pris en compte quelques remontées d'éditeurs qui ont été instruites pour faciliter ensuite le travail et puis apporter quelques éléments complémentaires sur des choses qui n'étaient pas forcément bien comprises du coup par les éditeurs pour l'implémentation des mises à jour de la solution. Donc toutes ces mises à jour, je vous invite à télécharger la dernière version de ce fichier qui est disponible sur le site de l'ANS, sur la page Ségur, notamment sur le site Tech. Pour bien, du coup, c'est important d'avoir la dernière version.
C'est ce fichier, du coup, qui sera votre guide pour déposer les preuves ensuite tout au long du parcours de référencement. Si on balaye un petit peu les mises à jour qui ont été réalisées sur ce fichier Excel, notamment, on a rajouté une URL du test Gazelle qui permet de collecter les preuves de conformité d'interopérabilité dans le cadre du Ségur. Sur l'ancienne version, il n'y avait qu'une URL. On a rajouté l'URL qui correspond du coup au test Ségur à réaliser, à l'environnement Ségur. Sachant qu'en complément d'information, il y a deux tests. Il y a deux environnements Gazelle. Un environnement dit bac à sable que vous pouvez utiliser pour faire vos différents tests en amont du référencement, et l'environnement dit de production qui permet du coup de déposer vos preuves. Là-dessus, il y avait une petite incompréhension parce qu'on avait communiqué uniquement l'environnement bac à sable au niveau du fichier Excel sur la première version. Ensuite, si on descend, il y a différents éléments qui ont été modifiés. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer assez rapidement sur la partie INS. Les modifications qui ont été portées, en tout cas, juste un petit mot sur le domaine INS, sur le service socle INS, sont du coup reportés sur l'ensemble des couloirs. Donc, si vous êtes amené à travailler sur d'autres couloirs, vous verrez, normalement, c'est les mêmes modifications qui ont été apportées. C'est des modifications totalement transverses, du coup. Task Force. Je pense que tu peux descendre au niveau INS, Joseph. On va s'arrêter sur... Il y a également sur la partie ProSanté Connect. Il y a des modifications de preuves aussi qui ont été apportées sur le ProSanté Connect. Notamment des précisions sur les vidéos à déposer. Vous savez, donc du coup, ProSanté Connect, ça fait partie des référentiels socles que doit implémenter le RIS pour être référencé à Ségur. Ensuite, il y a un certain nombre de mises à jour qui ont été mises en œuvre pour la MSS. Là-dessus, du coup, il y avait eu des remontées d'éditeurs. On a aussi instruit quelques sujets autour de ça, notamment avec les opérateurs. Donc, il y a des modifications qui ont été apportées sur les scénarios de conformité, puisque les opérateurs n'étaient pas forcément sur le même niveau de maturité que les clients MS Santé, d'où une problématique de communication et de passer du coup les différents scénarios de conformité pour nous déposer ensuite les preuves. Donc là-dessus, on a apporté quelques éléments. Alors, il y avait une première problématique. Je ne sais pas si c'est celui-là, c'est autour du TLS, le chiffrement du canal de communication qui était compliqué à faire avec les différents opérateurs du marché, qui n'étaient pas forcément en capacité du coup d'établir cette connexion TLS conforme à nos exigences DSR. Donc, nous avons modifié ces exigences pour apporter du coup une URL de test afin que l'éditeur puisse valider sa capacité à établir la connexion TLS et être conforme du coup au niveau des exigences, sans tenir compte forcément derrière de l'opérateur qui doit recevoir cette négociation TLS. Donc ça permet comme ça au risque de se faire référencer et de ne pas tenir compte de la maturité de son opérateur. Sur les autres exigences, toujours sur la partie MSS, alors, un peu de mal à voir. Ce qu'on a mis en place, c'est une suppression de la mention automatiquement dans l'étape de validation de compte-rendu de certains scénarios de conformité. Ça, c'est plus du rédactionnel, il n'y a pas un gros impact. Mais c'est une amélioration au niveau du dépôt de cette exigence par rapport au compte-rendu d'imagerie, donc qui est bien au format PDF/A, conforme aux différents référentiels. Et le RIS
doit être en capacité du coup de générer ce courriel en pièce jointe en mettant du coup cette archive IHE XDM avec le mail. Il y a une point important, il y a une mise à niveau de cohérence avec le DSR sur l'exigence de portabilité rédigée pour donc le référentiel portabilité qui était assez qui n'apportait pas assez d'éléments sur la première version. On l'a rédigé à nouveau, on l'a modifié un petit peu, notamment pour apporter des formats, des exemples de formats structurés ou non structurés, au choix, implémentation au choix par l'éditeur. On n'avait pas été assez, peut-être trop, pas très restreint au niveau du périmètre au niveau de cette exigence sur la portabilité. Donc, on a apporté un peu plus d'éléments sur les différents choix de fichiers sur lesquels la portabilité doit être effectuée, ainsi que la profondeur de l'historique que le professionnel de santé peut paramétrer dans sa procédure de portabilité. Alors on a juste une petite question. C'est bon, tu as répondu, Nathalie, à la question, parfait. Voilà pour la page de garde, en tout cas. Ces différents éléments, donc c'est très important. Je vous invite encore une fois à aller récupérer la dernière version du fichier. Ce que je vous propose maintenant, s'il nous reste encore un peu de temps, c'est de passer aux différentes exigences, un petit peu plus en détail, qui sont portées par le REM. Alors, au niveau de la structure de ce fichier Excel, on a plusieurs colonnes. Donc, si on part sur la colonne A, vous avez les exigences conditionnelles, oui, non. Donc ça correspond après au document DSR que vous trouverez également sur le site. Donc, suivant le profil sur lequel vous souhaitez porter votre candidature. Donc, exigence conditionnelle, oui ou non. Et ensuite, juste à côté, en colonne B, vous avez le profil correspondant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le profil, si on fait un filtre au niveau du fichier Excel, juste sur le profil, juste sur l'exigence conditionnelle non, on verra du coup qu'il n'y a qu'un seul profil, qui est le profil général et qui englobe l'ensemble du périmètre minimum des exigences que doit implémenter le RIS pour être Ségur compatible, enfin pour avoir le référencement Ségur. Après, je voulais revenir sur quelques exigences un peu plus spécifiques. Si cela vous va, je voulais revenir sur les exigences liées au compte-rendu. Alors, dans la section, notamment, liée au compte-rendu, donc ça va être la section CRR. C'est la gestion du compte-rendu par le RIS. Donc, on est bien sur un profil général, donc avec une obligation d'implémentation pour être référencé Ségur. On avait mis quelques éléments un peu plus métiers là au niveau des exigences de compte-rendu, notamment dans le compte-rendu. Alors, pour rappel, le compte-rendu d'imagerie sur le DSR radiologie, le compte-rendu d'imagerie est en format CDA R2 qui permet du coup la compatibilité avec le DMP, CDA R2 en non structuré. Donc, il y a deux formats de CDR2, il y a le structuré et le non structuré. Donc, le non structuré, comme son nom l'indique, c'est un structuré, il est en PDF. Il n'y a pas de balise à l'intérieur de ce compte-rendu. Donc, il est laissé à la libre construction de l'éditeur. C'est ce qui est déjà fait actuellement au niveau des RIS. Simplement, on a mis quelques exigences sur des données qui nous semblent pertinentes et qui sont à apparaître à l'intérieur du compte rendu.
c'est notamment le statut validé du compte-rendu, qui permet du coup de faire remonter cet élément lors de la validation par le radiologue de son compte-rendu, avec la mise en place d'un flag validé à l'intérieur du compte-rendu. Le système d'annonce, donc ça c'est un processus qui a été abordé au niveau de la task force radio, mais qui est déjà implémenté par défaut notamment par le DMP. Le système d'annonce, c'est la possibilité pour un radiologue de publier le compte-rendu au niveau du DMP, mais qui sera en statut invisible patient, donc non visible par le patient. Quand il y a par exemple un diagnostic que le radiologue souhaite communiquer au patient au préalable, sans forcément attendre, et pour éviter que le patient tombe sur son compte-rendu sans avoir du coup eu ce système d'annonce. C'est une possibilité du coup, c'est une exigence qu'on a demandé au niveau du DSR. Du coup, pour l'éditeur, la mise en œuvre de ce statut invisible au niveau de son RIS. Sachant que avec la MSS Santé, il y a aussi la messagerie citoyenne, et si le statut invisible patient est positionné à la validation du compte-rendu par le radiologue, évidemment, le compte-rendu ne doit pas être échangé aussi par MSS. Si je poursuis après sur les exigences. Alors là, je suis sur l'exigence numéro 3, le CRR3. L'IHM du système doit permettre à l'utilisateur d'indiquer que l'annonce a été réalisée, ce qui déclenche l'alimentation DMP et l'envoi MSS Santé Patient. Ok, donc là pareil, l'annonce est réalisée, donc derrière ça permet de faire l'envoi du compte rendu et l'échange patient. Si c'est le radiologue qui fait cette annonce, après effectivement l'annonce, ce qu'on avait vu, c'est qu'elle peut être faite par un autre médecin qui n'est pas forcément dans le cabinet de radiologie, ou qui peut être dans un autre contexte. Donc là, ça ne rentre plus après dans le périmètre du DSR. Le compte-rendu doit être enregistré avec le statut provisoire et non validé. Alors, je reviens juste sur l'exigence. Je vous lisais là, le scénario de conformité. Le système doit proposer un statut provisoire pour permettre à l'utilisateur d'indiquer que le compte-rendu d'imagerie nécessite l'avis de plusieurs radiologues avant validation. Ça, c'est le scénario qui correspond. C'est juste que le compte-rendu doit être enregistré du coup avec un statut provisoire. On a demandé également au RIS de proposer une fonctionnalité de revue des comptes rendus d'imagerie non validés, qui sont dans un statut provisoire, sur une période paramétrable. Pour vous le faire assez schématiquement, c'est une visite de travail qui est demandée, afin que le radiologue puisse lister l'ensemble des comptes rendus qui ne sont pas validés, notamment sur son RIS ou dans son cabinet, pour éventuellement éviter d'avoir des comptes rendus qui se perdent ou qui restent sur le statut provisoire. Le système doit implémenter un processus de notification de l'utilisateur pour tous les comptes rendus d'imagerie restant à l'état provisoire ou non validé pendant une période supérieure à un délai paramétrable. Donc ça, c'est aussi un délai qui doit être, c'est un délai qui doit être paramétré du coup au niveau du RIS, pour éviter d'avoir encore une fois des comptes rendus qui restent sur un statut non validé. Là, l'objectif, on revient après sur l'objectif général du Ségur, qui est le partage des documents de santé, la facilité de partage. Donc voilà, l'objectif dans tout ça, c'est vraiment de faciliter le partage et l'échange des différents comptes rendus d'imagerie. On a eu une exigence sur le type code du DMP, donc ça c'est un type code LOINC, où le compte-rendu d'imagerie est bien identifié. Il n'y en a qu'un, de toute façon c'est celui que vous voyez à l'écran. Donc là je suis sur l'exigence numéro 7. Donc c'est bien le code 18748-4.
qui est bien pris en compte par le DMP et qui permet du coup de retrouver et d'identifier les comptes rendus d'imagerie au niveau du DMP. Moi, de mon côté, du coup, j'ai terminé. J'ai fait un petit focus là, sur la partie compte rendu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Oui, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, profitez de la présence de Mathieu et Joseph aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Donc, quelqu'un nous demandait si ce webinaire était plutôt destiné aux éditeurs ou aux sites de radiologie. Alors, je vous confirme que oui. On voit dans la liste des participants que vous êtes un certain nombre à travailler plutôt dans des sites de radiologie. Nous vous ferons évidemment des sessions orientées pour vous, qui vous parleront à vous, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Après, effectivement, là, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est assez orienté technique. Après, là, je vois du coup qu'il n'y a pas de questions, mais moi, je suis en contact assez étroit avec l'ensemble des éditeurs de la task force. Après, il n'y a pas énormément d'éditeurs de risque non plus sur le plan national. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question du coup de Jean? Alors, nous avons une question. Ouais. Je te propose, je te la lis. Est-ce que ces exigences sont applicables lorsque les comptes rendus sont faits dans le PACS et non pas dans le RIS? Quid vis-à-vis des éditeurs dans ce cas? Effectivement, alors pour l'instant, c'est pas valable au niveau des PACS. Alors, il y a un choix qui a été fait par rapport à ça. Effectivement, on avait identifié qu'il y avait des comptes rendus qui sont faits dans le PACS. Alors, sachez que le Ségur est divisé en 2 vagues. Pareil, pour la radiologie, on aura bien 2 vagues. Donc, une première vague, pour l'instant, c'est uniquement les RIS qui ont été identifiés sur cette première vague. Après, là, pour l'instant, on se réserve le droit du coup d'aller voir cette trajectoire que vous évoquez là, de comptes rendus qui sont faits dans les PACS. Donc, pourquoi pas après l'instruire peut-être en vague 2. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on récupère de toute façon vos coordonnées. Et puis après, pourquoi pas prévoir une petite réunion du coup par rapport à ce sujet. Mais en tout cas, sur la vague 1, pour l'instant, on parle uniquement du RIS. Merci. Voilà. Après aussi sur les PACS, il y a d'autres problématiques liées au compte rendu qui seraient produits au niveau des PACS, notamment toutes les problématiques autour de l'identitovigilance de l'INS, comment doit être transporté l'INS au niveau des PACS, etc. À l'époque de la rédaction des DSR, ce sujet n'était pas encore assez mûr pour qu'on s'y intéresse. Mais on le garde en tout cas, peut-être éventuellement en sujet vague 2. Alors, une autre question. Je n'avais pas vu la dernière reformulation concernant l'envoi à MS Santé via le certificat RPPS-RAN. Du coup, l'envoi en automatique vers le DMP n'est plus obligatoire si on n'intègre pas d'autante via un certificat par RPPS-RAN. Alors, après, je pense que ça doit dépendre de l'architecture du logiciel. Donc, il y a deux options par rapport à ça. C'est soit les échanges et l'alimentation peut être déportés sur ce qu'on appelle une PFI, une plateforme d'intermédiation. Donc, effectivement, de ce point de vue, c'est la plateforme d'intermédiation qui ferait l'alimentation DMP. Soit le RIS intègre en direct du coup la gestion des certificats avec derrière cette gestion de certificats RPPS-RAN. Alors, on a la suite de la conversation par rapport à la question précédente. Oui. On ne sait pas. Alors oui, effectivement, je vois tout à fait. Pour reformuler la question précédente, il est sûr d'avoir bien compris, les comptes rendus produits par les PACS n'auront pas à être envoyés vers le DMP, en tout cas pas à l'horizon de la vague 1, et ce point sera instruit en vague 2, point d'interrogation. On n'a pas encore tranché si ça doit être instruit ou pas en vague 2, pour l'instant. Je
peux pas plus m'avancer sur ce sujet. Mais je note en tout cas que c'est un sujet qui intéresse plusieurs personnes, donc éventuellement on reviendra vers vous par rapport à ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas ce qui va nous manquer aussi sur ce sujet, notamment la question de M. Chataille, c'est plutôt les métriques en fait de compte rendu au niveau des PACS. C'est ce qui va nous manquer peut-être un petit peu actuellement. Sur le plan national, disons combien de comptes rendus sont produits dans le PACS versus le RIS pour essayer du coup d'identifier un petit peu d'un point de vue cartographique le périmètre. Ça, on reviendra éventuellement vers vous par rapport à ça. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour taper éventuellement d'autres questions. Et en attendant, donc je vais vous rappeler la date de notre prochain rendez-vous, qui est la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler de l'espace de test. Et puis, pour vous rappeler aussi que le point d'entrée, si vous avez des questions, si vous voulez une information, si vous voulez nous contacter, c'est techisanté.gouv.fr. Et c'est là que vous trouverez l'ensemble des documents et l'ensemble des réponses qui pourront vous aider pour déposer votre candidature. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos experts en radiologie aujourd'hui ? Bien, si vous n'avez pas d'autres sujets que vous souhaitez aborder avec nous, je vous propose qu'on s'arrête ici. Alors, bien évidemment, ce que vous venez de voir sera mis en replay très rapidement. Et puis, bien, nous organiserons des sessions orientées plus utilisateurs cette fois-ci. Pareil, ça va venir bientôt. Je vous remercie tous. Merci à Macron et Joseph. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.